À l'écoute des femmes du Mali dans le processus de réconciliation en cours, que peuvent-elles faire? Comment veulent-elles s'y prendre? Voilà entre autres questions évoquées lors des travaux de 3 jours de la rencontre intitulée Concertation des femmes. La rencontre a pris fin aujourd'hui au centre Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Le projet de loi portant réforme de la loi électorale devant les élus de la nation dans les prochains jours. Le projet de texte introduit une kyrielle d'innovations parmi lesquelles l'instauration du suffrage universel direct dans l'élection des conseillers régionaux et du district de Bamako. Zoom sur ce texte dans ce journal avec Oumar Moussa Traoré. Les figures futures, c'est le nom de l'exposition en cours de la médiathèque La Médina. Les éminents hommes de culture qui ont marqué l'histoire de notre pays sont à l'honneur dans cette exposition qui dure jusqu'au 15 septembre prochain. Modibo Soirée a assisté au vernissage de l'exposition. Et la chronique santé nous amène ce soir à Diafounou Djongaga. C'est dans cette localité du cercle de Yélimane que la diaspora malienne a construit un centre de santé, fruit d'une cotisation débutée en 1968. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le journal de 20h, bonsoir. Audience à la primature. Le chef du gouvernement a reçu ce matin les représentants de la Banque internationale pour le Mali, BIMSA, et ceux de Cobank. Avec Moussa Amara, il a été question des travaux effectués par ces deux institutions financières au niveau du collecteur Diafranako. Ramata Konate, les détails. D'entrée de jeu, le Premier ministre a salué la Banque internationale pour le Mali BIMSA et Ecobank pour les efforts déployés dans l'assainissement du collecteur Diafranako. Les deux institutions ont récemment procédé au curage d'une partie de ce collecteur. C'est pour éviter les inondations. Il s'agissait d'enlever tout le sable qui s'était amoncelé pendant toutes ces années, depuis que le collecteur a été construit, ainsi que les différentes saletés, immondices qui se sont enroulées au fur et à mesure, notamment sur des infrastructures comme les ponts qui jonchent le passage jusqu'au niveau de la BCAO. Ce sont des travaux qui se sont élevés pour nous à 22 millions de francs CFA pour pouvoir curer à peu près 700 mètres du collecteur. La longueur va à peu près sur 300 mètres. C'est quand l'on regarde jusqu'au-delà même du siège de la banque, jusqu'au pont encore qui nous sépare de Ecobank. L'action a aussi concerné la devanture de la banque. Quand l'on ajoute ça aussi, ça va faire à peu près les 500 mètres. Au-delà de cela, il y a aussi un jardin qui était aussi entretenu par la mairie du district de Bamako. Ce jardin est devenu aujourd'hui un nid criminogène qui quelque part aussi était utilisé comme dépôt par des œillets clandestins. L'action a consisté aujourd'hui à assainir cette partie. Malgré ces actions citoyennes, des ordures restent visibles dans le collecteur. C'est pourquoi le Premier ministre a insisté sur la sensibilisation des populations. Auparavant, Moussa Mara avait encouragé les deux institutions bancaires à poursuivre cet élan de solidarité. L'objectif étant l'amélioration du cadre de vie des populations en général et celle de la commune 3 en particulier. D'une audience à une autre, le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, a reçu le président de la Haute Cour de justice, Abdraman Niang, accompagné d'une forte délégation. Pour le rappel, le président de la Haute Cour de justice a entamé une tournée des institutions du pays afin de présenter les missions et attributions de son institution. Écoutons Abdraman Niang à sa sortie d'audience au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons été heureux de rencontrer les membres du Conseil économique, social et culturel pour nous inspirer, pour nous informer des expériences qu'ils ont eues avant nous, étant la Benjamin des institutions. Donc nous sommes comblés par les informations que nous avons reçues et nous sommes très heureux de continuer la collaboration et l'échange avec cette institution qui regroupe toute la société civile du Mali. Selon vous, quel type de collaboration y aura-t-il entre ces deux institutions? Les institutions de la République du Mali étant 8, dans l'imaginaire populaire, on met en exergue le rôle, les missions de certaines institutions
Mais nous pensons que toutes les institutions doivent concourir au renforcement de l'État, mais aussi de l'État de droit. C'est ainsi qu'il est important qu'on se rencontre souvent, qu'on échange pour renforcer l'ensemble des institutions, pour que les autres institutions puissent soutenir tout l'arsenal juridique qui constitue la République. Nous avons été vraiment satisfaits de cette rencontre-là et nous sommes prêts à affronter beaucoup de difficultés dont on nous a parlé. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bachili, était face à la presse cet après-midi. Occupation illicite de la zone aéroportière, déguerpissement à Kalabambougou, les deux affaires au cœur de la conférence de presse. C'était en présence de Moïse Traoré. Les éclaircissements du premier responsable du département de la justice sont relatifs à la zone aéroportuaire et au déguerpissement à Kalabambougou. Après la libération de la zone aéroportière, des habitations, des champs et des oiseaux, une enveloppe de 830 millions avait été allouée pour un dédommagement que tous les concernés n'auraient pas perçu. Inconcevable que 238 arrêtés d'affectation soient attribués quelques années après pour l'occupation du même site. L'enquête vise aujourd'hui à rechercher les faits et la responsabilité de toutes les personnes publiques, qu'il s'agisse de maires, de ministres, de gouverneurs. Cette zone, au moment où elle a été déclarée d'utilité publique et affectée aux aéroports, on a cassé des villages qui avaient sur la route de l'aéroport. On les a renvoyés de là-bas. Certains avaient même des titres fonciers dans la zone. Plusieurs personnes sont entendues ou arrêtées, comme pour la seconde affaire évoquée au cours de la conférence de presse. Kalabambougou et un site de maraîchage ont été attribués aux malades blanchis de la lèpre qui ont dû quitter l'Institut Marchou, devenu Centre national de lutte contre la maladie à Djikorni. Le personnel soignant s'est donné le droit de mettre 309 familles à la rue. L'huissier n'a même pas daigné informer le procureur. Ils ont été requérir illégalement, parce que c'est le procureur qui pouvait le faire, illégalement la présence de plus de 200 gardes républicains. On se demande comment les médecins, affectés seulement par décision administrative, viennent se mêler de la propriété des terres qui ne leur appartiennent pas. Le syndicat a été agir au nom de la direction, sans l'accord de la direction. Divers motifs d'inculpation, tels détention d'armes à feu, démolition et enlèvement de bâches, émaillent cette affaire. Jugement début septembre. Recueillir l'avis des femmes dans le processus de réconciliation en cours et discuter du rôle qu'elles peuvent jouer pour reconstruire un Mali où il fait bon vivre. Ce sont entre autres objectifs les 3 jours de concertation des femmes au centre Amadou Ampateba du Bamako. La clôture des travaux commentée ici par Mamoudou Sidibé. Pendant 3 jours, les veuves et épouses des militaires, les mamans victimes de l'émigration et les femmes de la diaspora ont longuement échangé sur l'alternance Badenya au Mali. Le Badenya en Bamana ou fraternité est un facteur de cohésion sociale contrairement au Fadenya. Toutes les démarches, c'est pour un éveil de conscience des femmes par rapport au processus de réconciliation nationale en cours. Nous pensons que le monde va à volo, tout simplement parce que les relations interpersonnelles sont brouillées. Plusieurs communications ont dénoncé l'effritement du tissu social suite à ce qu'elles appellent en Bamana Fadenya Bling. D'ailleurs, beaucoup n'ont plus foi au changement tant sollicité par les Maliens. La montée de la violence, le commerce de la drogue partout, la libre circulation des armes légères facilitée par la corruption, l'insuffisance de formation des hommes en uniforme en sont les causes. Les problèmes qui ont été abordés sont des problèmes réels. Il y a aussi des questions de justice, il y a des questions liées au non-respect des lois. Il est important que chaque gouvernement, en tant que gouvernement, nous prenions des dispositions pour pouvoir répondre à ça. Pour l'initiatrice, les femmes sont plus de 50% de la population et de l'électorat. Il est grand temps qu'elles s'impliquent dans la recherche d'un avenir radieux pour les enfants et dans la recherche de la place qui est la leur.
Sur un tout autre plan, le centre de santé de référence de la commune 3 a abrité samedi une journée de consultation gratuite cumulée à un don de médicaments. L'initiative est de la mairie de la commune 3 en partenariat avec les étudiants et médecins formés à Cuba et au Venezuela, la fondation Hugo Chavez, la CAFO et l'association Sininyasigi. Falem Keita. L'humanitaire est le socle, voire la devise des peuples latino-américains. Les étudiants et médecins maliens formés à Cuba, au Venezuela ou au Brésil ne peuvent donc se soustraire de cette idéologie. C'est ce qui justifie l'organisation de cette journée de consultation gratuite. Avec l'administration de notre université, on a pris l'initiative de faire une activité au moins pour que notre vacances puisse avoir un effet. Ils nous ont fourni certains médicaments dans le but de cette journée. C'est une initiative qui a été d'ailleurs soutenue par le ministre de l'Enseignement supérieur que nous voulons pérenniser, c'est-à-dire au moins une fois par an au minimum, organiser une telle rencontre qui va directement vraiment dans le cadre de l'offre de services de santé aux populations les plus démunies. Ce acte est le fruit du partenariat existant entre la République populaire bolivarienne du Venezuela et le Mali. Pour apporter assistance, soutien, soulagement à ceux qui en ont le plus besoin. Ces étudiants doivent être salués et ce qu'ils ont fait aujourd'hui doit être retenu comme un exemple. Ils sont plus d'une centaine de médecins, toutes spécialités confondues, formés dans ces pays, prêts à mettre leur expérience au service de la population malienne. Pour cela, ils demandent aux autorités vénézuéliennes la construction d'un hôpital digne de ce nom et des matériels roulants adéquats. Demain, 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour l'occasion, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a fait une déclaration, des propos recueillis par Alpha Maïga. C'est le lieu de célébrer l'humanité, mais aussi de nous incliner respectueusement devant le sacrifice de tous ceux qui ont perdu leur vie ici et partout dans le monde sur les chantiers de l'humanitaire. Au Mali, cette année, hélas, 2 travailleurs humanitaires ont perdu leur vie. Nous leur rendons hommage et nous pensons à leurs proches. Je salue l'engagement de tous les humanitaires au service de notre pays. Au Mali, ensemble les humanitaires internationaux et nationaux vaccinent des enfants, soignent des malades, aident des mères à avoir des enfants en bonne santé, construisent des abris, des maisons, des écoles et distribuent des moustiquaires. Ils creusent des puits et apportent de l'eau dans les villages et donnent de la nourriture là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a pas suffisamment. Et pourtant, le monde a encore besoin de plus de héros humanitaires. Et c'est justement le thème que nous avons choisi cette année. À présent, je vous propose d'écouter le directeur national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il nous parle des critères de présélection des candidats aux bourses d'études. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont accordé plus de 200 bourses d'études aux bacheliers maliens et ce sont 1570 candidats qui sont en lice. Suivons ensemble. Cette année, quand on prend par exemple pour l'Algérie, on a 140 bourses qui vont des TSE, c'est les terminales sciences exactes, jusqu'au TAL, terminal arts lettres ou terminal langue littérature. Donc, ces 140 bourses, on a reçu 718 demandes. Quand on prend le cas du Maroc, pour 100 bourses, on a reçu à peu près 800 demandes. Pour la Tunisie, nous avons 11 bourses offertes. Nous avons 11 bourses offertes pour lesquelles nous avons enregistré 52 demandes. Nous avons tout fait dans la plus grande transparence. Toutes les moyennes de tous les candidats ont été affichées. Et même tout de suite, vous allez regarder les résultats. Tous sont encore affichés. Il y a une partie où nous avons mis sélectionné, présélectionné du moins, et une autre partie qui est un peu ombrée, où c'est mis non sélectionné. Et il faut noter qu'il peut arriver, effectivement, que quelqu'un ait 14 de moyenne dans une série qui n'ait pas été retenu, alors que dans une autre série, quelqu'un peut avoir 12 de moyenne et il est retenu.
Cela dépend effectivement du nombre de postes offerts par les différents pays. Des propos recueillis par Garibou Pérou. La mission parlementaire de la Commission du développement rural et de l'environnement de l'Assemblée nationale vient de s'achever. Après Sikasso et Mopti, la délégation s'est rendue dans la région de Ségou. Elle a visité plusieurs zones d'exploitation agricole. Nos envoyés spéciaux sont Barakou Maïga et Garibou Pérou. La zone de Tomia et l'Office du Niger ont été les premières étapes de la mission de supervision des commissaires parlementaires dans la région de Ségou. Pour cette campagne 2014-2015, l'Office du Niger compte produire plus de 771 000 tonnes. Cette année, l'Office a eu un problème tout au départ, un problème d'eau. Compte tenu quand même de la mauvaise répartition de la pluie. Et si avec la bonne pluviométrie qui commence à s'installer actuellement, si tout se passe bien, avec tous les efforts que le gouvernement a eu à le faire, je crois que la sécurité alimentaire est garantie cette année. La mission a aussi visité la cage flottante de Nyono, une toute première expérience au Mali. Les producteurs récoltent 5 tonnes au bout de tous les 6 mois avec un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA. L'idée de cage flottante pour élever les poissons est venue la première mission de supervision du ministre du Développement rural en octobre 2013. Et aujourd'hui, nous avons développé un programme de 3 ans, de 2013 à 2015, pour un montant global de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Et pour l'année 2013, nous avons eu à réaliser 5 cages flottantes. L'office riz de Ségou a été la dernière étape de la visite des parlementaires. Techniciens et producteurs, en dépit de certains problèmes d'ordre climatique, s'engagent à produire pour cette campagne plus de 168 000 tonnes, toutes céréales confondues. Les pluies sont arrivées tôt. Depuis le mois de juin, on a commencé l'installation. Bon, on a quand même décidé ce qui a vraiment travaillé depuis certaines opérations climatiques. Nous avons constaté que les paysans sont quand même bien motivés, un encadrement technique très bien rapproché. Ils sont en train de faire de très belles choses au niveau de l'Office du Niger. Ici, nous constatons que les paysans, quand même, chacun apprécie la subvention de l'engrais. Auparavant, les parlementaires ont visité les ponts de Markala long de 816 mètres avec 488 vannes mobiles. Ces systèmes hydrauliques pour les parlementaires constituent les facteurs pour assurer la sécurité alimentaire au Mali. En tout cas, sur les 2 458 000 hectares, 109 000 seulement sont aménagés jusqu'ici. Toujours en 4e région, lancement du programme Filets sociaux Djigui pour une durée de 4 ans. Fusseini Samaki nous en parle. Ce nouveau projet Djigui vise à répondre aux besoins immédiats et permanents des ménages en pauvreté chronique ou en vulnérabilité. Il permettra d'augmenter les revenus et les consommations des populations ciblées pour une durée de 4 ans dans 4 cercles de la région de Ségou. Le programme Djigui est un programme spécifique en son genre. C'est l'un des instruments phares pour lutter contre la pauvreté. Et ce programme qui a démarré en 2013 va commencer à voir le jour dans la région de Ségou. Les autorités ségoviennes ont salué l'arrivée de ces projets dans la région et invitent les acteurs à s'impliquer pour la réussite de cette initiative. Pour l'atteinte de cet objectif, j'exhorte les différents acteurs qui seront impliqués dans ce processus, particulièrement les maires et les agents des services de développement social, à s'investir sans réserve dans la mise en œuvre de ce projet destiné avant tout à améliorer les conditions de vie de nos populations. Le programme Filets sociaux Djigui, financé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Association internationale pour le développement, concerne plus de 17 000 ménages ciblés dans les cercles de Barweli, Bla, Nyono et Tominia en 4e région. En 5e région, les communautés du secteur de Boni, dans le cercle de Douanza, ont choisi la voie du dialogue, du pardon et de la réconciliation pour parvenir à une paix réelle et durable entre les communautés vivant dans la zone. Et le reportage de Yacouba Maïga là-dessus.
Cette rencontre intercommunautaire de Bouni, consacrée à la paix et à la cohésion sociale, vise à développer avec l'ensemble des communautés ayant vécu ensemble pendant des millénaires une vision partagée de la paix et du vivre ensemble en réduisant les fractures sociales et autres risques de tensions post-crise. L'artisan principal de cette belle œuvre est le chef des villages de Bouni. Les différents problèmes vécus et l'insécurité demeurent encore, dont il est grand temps que les communautés se retrouvent pour enfin discuter le cadre d'un dialogue inclusif en vue de maintenir la cohésion sociale. La réconciliation dont prônent les autorités ne peut passer que par là. Parce que réconciliation, c'est se réconcilier soi-même. Donc vraiment, cette initiative est bonne et belle. Il faut l'encourager. Pour vivre en paix et en communauté, tous s'accordent que la réconciliation par un pardon réel était le dernier recours pour les fils d'un même terroir condamnés à vivre ensemble. Cette paix que nous recherchons commande de nous donner la main dans le pardon des offenses et avec la certitude absolue qu'unis, il n'y a pas de montagne que nous ne puissions déplacer. Au bout de cet exercice citoyen qui a permis de jeter les bases d'une vraie réconciliation inter- et intra-ethnique, les communautés sont parvenues à mettre en place une organisation communautaire de base pour aider les populations et l'administration locale à recoudre le tissu social affecté et à réapprendre à vivre ensemble. Désormais, l'Ordre des pharmaciens du Mali est doté d'un manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable. Le document a été présenté aux participants de la première réunion statutaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali et c'était en présence de Daouda Sidiki Diarra. Au cours de cette première réunion statutaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, les travaux seront focalisés sur l'élaboration du manuel de procédure, un document de 329 pages qui fournira un cadre formel d'exécution des opérations à caractère administratif, financier et comptable. Les états généraux de notre profession, réunis en décembre 2011 dans cette même salle, avaient recommandé l'élaboration d'un manuel de procédure qui est l'immense plaisir de vous annoncer que le manuel élaboré par le Conseil national a été validé par les autorités de notre pays. J'invite donc les différentes instances de l'ordre à s'approprier cet important document. Les ordres professionnels de la santé jouent en général un rôle très important dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de la santé de notre pays. L'ordre des pharmaciens joue en particulier un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique nationale pharmaceutique. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous exhorte à redoubler d'efforts et de vigilance pour garantir la disponibilité et l'accessibilité de médicaments de qualité auprès de l'ensemble de nos populations. Pour rappel, la réunion statutaire est le lieu pour le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de rencontrer l'ensemble de ces structures décentralisées, cela afin de discuter non seulement des activités réalisées, mais aussi de débattre des questions actuelles qui méritent une attention. À présent, ce dossier qui nous parle du projet de loi portant réforme de la loi électorale approuvé par le Conseil des ministres du 30 juillet dernier. Le dit projet de texte introduit une kyrielle d'innovations, parmi lesquelles l'instauration du suffrage universel direct dans l'élection des conseillers régionaux et du district de Bamako, ainsi que l'introduction des nouveaux modes d'élection qui est le fait majoritaire dans la désignation des présidents des organes exécutifs des collectivités publiques. Nous vous en parlons ce soir parce que le projet devrait être examiné dans les prochains jours par l'Assemblée nationale et soumis au vote des députés avant son entrée en vigueur. Les explications, c'est avec Omar Moussa Traori. C'est une mini-révolution qui se prépare depuis quelques mois dans le processus de décentralisation dans notre pays. Cette révolution concerne la réforme de la loi électorale, du code des collectivités et du statut particulier du district de Bamako. Le gouvernement vient d'approuver des projets de texte en ce sens. L'une des principales innovations de cette vaste réforme concerne l'introduction du suffrage universel direct dans l'élection des conseillers régionaux et du district de Bamako. Du coup, la région et le district de Bamako deviennent des circonscriptions électorales. Ou désigner les conseillers du district, mais c'est l'ensemble des électeurs
du district de Bamako. Cet ensemble-là sera convoqué pour élire directement les conseillers du district désormais. S'agissant des présidents des organes exécutifs, autrement dit, les maires et les présidents du conseil régional et du district de Bamako, le projet de texte prévoit qu'ils seront désignés à travers un nouveau mode d'élection. Il s'agit de l'introduction du fait majoritaire. Plusieurs listes peuvent entrer en compétition lors de l'élection des conseillers communaux ou lors de l'élection des conseillers régionaux. Alors, à l'issue du scrutin, la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de conseillers, que ce soit au niveau de la commune ou que ce soit au niveau de la région ou du district, c'est la tête de cette liste qui est désignée directement, reconnue directement président de l'organe, que ce soit maire ou que ce soit président du conseil régional. Donc c'est ça l'innovation de taille, parce que jusqu'ici, ce mode d'élection n'était pas consacré par nos textes. Autre innovation et non des moindres, l'interdiction de cumul de candidatures aux élections communales et aux élections régionales et du district de Bamako. Exceptionnellement, puisqu'on a voulu coupler l'élection des conseillers régionaux à l'élection des conseillers communaux, on s'est dit, pour être logique avec soi et être conséquent avec soi-même, le même jour, quelqu'un ne peut pas être candidat ou ne devrait pas être candidat, même si c'est un droit. C'est très mal vu qu'on se dise candidat sur la liste de la commune. En même temps, on bat campagne, on se dit on est sur la liste des conseillers régionaux le même jour, pendant la même période de campagne électorale. Ça peut paraître très difficile à gérer. Comme les futures élections locales ne pourront pas se tenir dans les délais de la prorogation actuelle des mandats des élus locaux et que la loi actuelle ne prévoit qu'une seule prorogation, voilà qui justifie la possibilité de 2 prorogations dans le projet de texte du gouvernement. Des pouvoirs publics qui veulent visiblement éviter de renouveler l'expérience des délégations spéciales, jugées peu démocratiques. Certains experts estiment qu'il faut 8 à 9 mois pour boucler tout le processus. Le temps de concevoir un fichier électoral fiable. Le parachèvement des opérations du RAVEC, en vue de prendre en compte les nouveaux majeurs et les électeurs omis lors des précédents scrutins, devrait prendre assez de temps. Maintenant, ce fait divers, direction la brigade des stupéfiants qui vient d'arrêter Djibril Diallo, accusé d'usurpation d'identité. Fatoumata Kone nous en dit plus. La police malienne continue de faire des exploits. Cela se justifie ce mardi par l'arrestation d'un dénommé Djibril Diallo, se déguisant en policier. M. Diallo était armé et très bien équipé pour réaliser ses opérations de grande envergure. Il s'est même présenté comme sergent de police Diallo. Doutant de sa présentation, les éléments l'ont conduit ici à la brigade où après vérification, après sa fouille, ils ont découvert sur lui un pistolet automatique avec un chargeur garni et ils ont trouvé 3 cartes, dont une carte professionnelle falsifiée de police, une carte professionnelle falsifiée de la garde nationale, ainsi qu'une carte d'association des enfants policiers. Étant donné qu'il n'est pas policier, ce qui nous a amené à opérer une fouille perquisition à son domicile, où effectivement nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs tenues de la police. Les autres camarades de la bande sont en cabale. Ils se présentent comme des hauts gradés de la police. Donc, la structure compte sur la vigilance et la collaboration de la population pour traquer ces bandits armés. Un mot des vacances scolaires. 206 enfants du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Mali viennent de séjourner à Bamako. Pendant 2 semaines, ils ont visité les sites touristiques de la ville et animé des ateliers de formation. C'était à la faveur de la 24e édition des colonies de vacances inter-organismes de sécurité sociale. Mamoudou Sidibé. Cette édition avait regroupé les enfants de 9 à 13 ans venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et bien sûr du Mali. Si la colonie offre aux enfants une occasion d'apprendre l'école de la vie et de s'épanouir,
L'institution démontre au fil des ans tous les bienfaits qui lui sont attachés. N'est-elle pas devenue ce ciment indispensable pour la jeunesse de différents pays? Pour donner la chance pour que les jeunes enfants qu'elle a vu naître et grandir puissent être de ceux qui assureront dans nos caisses la relève tant souhaitée. Depuis de longues dates, la prise en charge des enfants occupe une place de choix dans les missions des organismes de sécurité sociale. Le thème de réflexion retenu cette année, à savoir impact des conflits sur l'éducation des enfants, est pertinent à plus d'un titre et est d'une brûlante actualité. En effet, le développement de ce thème dans le pays hôte de la 24e édition de la colonie des vacances interorganismes de sécurité sociale, qui vient juste de sortir d'un conflit armé imposé aux conséquences humaines, socio-culturelles, économiques et touristiques désastreuses, à valeur de symbole. La colonie des vacances est un puissant moyen d'intégration, une opportunité de découverte et d'inculquer le savoir-vivre et la tolérance. La sécurité sociale, vecteur de cohésion et de développement social, aura sans doute pris la mesure de l'importance des enfants dans le processus de développement des nations. L'édition de Bamako, appréciée par tous les participants, servira de base à la prochaine édition qu'accueillera le Niger en 2015. L'association des diplômés stagiaires de l'Agence pour l'emploi des jeunes a organisé une journée de reboisement au stade du 26 mars. Inaba, reportage. Cette journée de reboisement, initiée par la promotion Bakary Togola du contingent 2014 de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ, entre dans le cadre des vacances citoyennes organisées par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Pour cette journée, 82 plants ont été plantés aux abords du stade du 26 mars. Cette plantation d'arbres est une contribution de cette promotion à l'éducation d'une nation qui tient à la protection de son environnement. La protection de l'environnement est une préoccupation des plus hautes autorités de notre pays. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a remercié l'association des diplômés stagiaires de la PEJ pour cette belle initiative. Toute activité allant dans le sens de promouvoir la plantation d'arbres pendant cette période-là est la bienvenue. Parce que pour nous, l'objectif, c'est d'atteindre au moins pour cette première année 100 000 pieds plantés. Et à terme, nous voulons aller jusqu'à atteindre 1 million d'arbres par an et par les jeunes. Le président de l'association a demandé aux stagiaires d'être respectueux, ponctuels, assidus et d'avoir l'esprit d'équipe dans leur lieu de travail. La cérémonie a pris fin par la remise de 1000 pieds de pourgueur aux agents des eaux et forêts. Un geste du parrain Bakary Togola. Amateurs de culture, la médiathèque La Médina accueille depuis samedi et ce jusqu'au 15 septembre prochain une exposition intitulée Les figures futures. Cette exposition présente une vingtaine de portraits de grandes figures composées d'éminents hommes de culture qui ont marqué l'histoire de notre nation, de notre pays. Modibo Souaré a assisté au vernissage de l'Expo. Son compte rendu. Cette exposition est le résultat de 3 mois de résidence artistique menée par Sori Kanté, un jeune artiste plasticien diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia, Balafaseke Kouete de Bamako. Baptisée Les figures futures, l'expo interpelle la jeunesse malienne pour sa méconnaissance des œuvres et des valeurs de notre société. En somme, le projet immortalise de grandes personnalités culturelles à travers leurs portraits. On a tendance à croire que ceux qui s'intéressent au passé sont passéistes, mais c'est dans une perspective. Et aussi, il est temps au Mali qu'on célèbre ceux qui sont en vie. Il ne faut pas toujours attendre que les gens à titre posthume. Ici, se côtoient peinture, installation et performances artistiques à travers une vingtaine de tableaux et autant de livres pour magnifier l'art malien dans sa diversité. Dans cette expo, l'artiste utilise différents médiums pour s'exprimer. L'aquarelle, l'acrylique, les colorants et bien d'autres techniques dont lui seul a le secret. Il s'agit des premières matières locales qu'on trouve chez nous, comme le café, le kengueliba, et ensuite la colle aussi également. Donc en ce qui concerne des matières importées, donc, comme l'acrylique, la foam, donc, qui intervient également dans la réalisation de ces travaux. La particularité de cette exposition est que chaque tableau est accompagné d'un ouvrage de l'auteur ou du moins un livre sur l'artiste. Et parmi les auteurs présents à la cérémonie, Albekay Ousmane Kounta, éminent homme de lettres. Je souhaite beaucoup de courage à M. Kanté qui a fait revivre en nous
beaucoup de choses et je pense qu'il va faire des choses encore plus importantes. Le vernissage a pris fin par une performance de quelques lecteurs volontaires et autres visiteurs à travers une lecture collective des livres. Et vous avez jusqu'au 15 septembre prochain pour visiter cette exposition à la médiathèque de Médina Koura en face de l'ISICA. L'ennemi, lui, est prêt et disponible. Sport handball, la Fédération malienne de handball organise ses championnats Ligue nationale et Coupe du Mali combinés. Démarré vendredi, 16 équipes des régions et du district de Bamako prennent part à ces compétitions. Elles se déroulent dans la salle du stade du 26 mars de Yirimadjo. Abdul Karim Kaba. Répartis en deux groupes, cette édition est serrée entre les formations. Cela montre le travail abattu à la base par les responsables de la discipline. Effectivement, nous avons aujourd'hui la présence de certaines équipes régionales qui, au niveau des zones, ont d'abord fait preuve de persévérance et surtout d'assiduité pour se retrouver à ce niveau. Et cela, il faut saluer donc la présence de toutes ces équipes. Et nous avons aussi voulu que toutes ces équipes se retrouvent dans un même cadre au niveau du stade du 26 mars, d'abord pour l'hébergement, parce que nous pensons également à la convivialité, au brassage et à l'amitié, à la solidarité entre les deux, afin de créer les bases qui sont des bases également qui peuvent porter haut le handball malien. La première phase de ces championnats se fera en allée simple et les Caredas serviront de demi-finale de la Coupe du Mali. Cette année, le championnat est placé sous le signe de l'effort. Placé sous le signe de la continuité par rapport d'abord au programme de développement du handball au niveau du comité exécutif et ensuite sous le signe de la continuité par rapport à nos activités à dimension au niveau national. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une compétition internationale et cela nous permet, avec l'organisation de ce championnat, de jauger de notre niveau au niveau national et de voir l'évolution du handball au niveau de nos différents clubs. La compétition se poursuit tous les jours dans la salle polyvalente du stade du 26 mars de Yirimadjo et c'est là jusqu'au mardi prochain avec 8 matchs par jour. Et notre rendez-vous santé du lundi nous amène à la rencontre des réalisations de la diaspora dans le développement de la région de Kaya. Elle n'a oublié aucun secteur, nous dit notre équipe de reportage qui a fait un tour dans le cercle de Yelimani, précisément dans la commune de Diafunu Djongoaga, où la diaspora a commencé à cotiser en 1968 pour construire un centre de santé. Envoyé spécial Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. Le centre de santé communautaire de Diafunu Gongaga, à 40 km de Yelimane, est l'un des tout premiers du cercle. Initialement centre de santé secondaire, il a été érigé en CESCOM et peut désormais bénéficier de certains types d'appui de la part de l'État. Il est aujourd'hui l'un des symboles de l'appui de la diaspora à la santé dans la région. Pour le seul cercle de Yelimane, les chiffres sont éloquents. À Yelimane, présentement, nous sommes à 26 CESCOM. Et sur ces 26, 24 sont l'œuvre de la diaspora. En plus de ces CESCOM, nous avons également des centres secondaires communément appelés dispensaires. Il y en a 5. Et tous ces 5 centres ont été construits par les migrants. Construits et équipés. Mais l'État est là et d'abord à travers sa politique même de santé. Et l'État est là à travers les agents de santé. Pratiquement tous ces centres, et en dehors des centres secondaires, tous les CESCOM sont tenus par du personnel qualifié et mis à la disposition de ces centres par l'État. Menant les activités de promotion, de soins curatifs et de prévention, ce CESCOM est opérationnel depuis 2004. Mais son histoire a commencé dans les années 60, comme le témoigne aujourd'hui le deuxième adjoint au maire de la commune, qui était à l'époque un Malien de France. En 68, nous avons commencé à mettre des cotisations obligatoires en place. Nous avions détecté 3 projets qui peuvent nous être utiles, surtout pour notre communauté. Première chose, c'est l'adduction d'eau, l'école et la santé. Mais surtout la santé est partie en premier lieu.
toute personne, tout ressortissant de Djongaga venant en France, qui a travaillé 3 mois, 4 mois, il doit commencer à payer sa cotisation. Nous sommes partis de 2000 francs par personne en 68. À travers ces cotisations, maintenant, nous avons cherché des partenaires à travers des associations caritatives qui sont en France. Qui dit santé dit accès à l'eau potable, et à Diafounou Gongaga, la diaspora a pu faire une adduction d'eau et construire un premier pont pour désenclaver 6 des 8 villages servis par ce centre de santé. Aujourd'hui, la commune a obtenu un financement de l'État pour construire un deuxième pont. Que des femmes enceintes accouchent à 1 kilomètre du centre de santé à cause d'un marigot qui déborde sera bientôt un mauvais souvenir. Selon le directeur régional de la santé de Kayes, la prolifération des centres de santé secondaires dans la région est due à 2 principaux facteurs. Je vous ai dit effectivement au départ, on a 110 centres de santé secondaires. Très souvent, les centres de santé secondaires devaient être érigés, en tout cas si on respecte un peu les cartes sanitaires. D'abord, ça doit être des décisions au niveau local, à travers la SACO et la mairie, lorsqu'il y a des cas de situation de barrières géographiques, naturelles, qui font que l'accessibilité est difficile. Mais très souvent, effectivement, c'est un apport important, parce qu'il faut faire en sorte qu'effectivement l'accessibilité soit là. Et c'est cet apport, la diaspora l'apporte. Mais très souvent, c'est par suite de conflits intercommunautaires qui font qu'on est en train de multiplier ces centres. Et malheureusement, c'est souvent des centres qui ne respectent pas, ni en termes d'infrastructure, les critères qui sont retenus, les plans qui sont retenus, et aussi en termes de personnel. Des centres qui contribuent pour beaucoup dans l'amélioration de la santé des populations. Le jumelage entre les communes maliennes et celles de France joue aussi un grand rôle dans l'équipement et le rééquipement des différents niveaux de la pyramide sanitaire dans la région de Kayes. Point final à ce journal. Demain, 10h, 13h, Khadija Toukouné. Je serai là pour les éditions du soir. À suivre tout de suite la page météo et le journal télévisé des formations. Une présentation de Mohamed Touré. Un grand merci à nos téléspectateurs de Diafounou, Djongaga. Bonsoir à tous.